cannot see the eyes of the demon. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film des créatures, le xénomorphe Got a wonderful defense mechanism. et le prédateur. If it bleeds, we can kill it. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. It's all right, I'm a cop. I don't think he gives a shit. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Get away from her, you bitch! Bonne écoute. Bienvenue dans l'espace. Aujourd'hui, nous parlons de Alien, le 8e passager, sorti en 1979 et réalisé par Ridley Scott, avec Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm, Yaphet Kotto et Bolaji Badeo. Je suis Mathieu et au podcast, personne ne peut vous entendre crier. Alors, bienvenue dans ce premier épisode d'une nouvelle rétrospective. Dans le fond, une rétrospective que vous avez votée sur le site de Facebook, le site de discussion officiel là, du podcast. C'est un sondage que j'ai fait là, il y a peut-être 2 mois là, quand j'ai ouvert le groupe de discussion. Puis finalement, ben, c'est la série Alien qui est tombée par-dessus. C'est pas que j'allais pas la faire, là, puis dans le fond, là, les autres séries là, qui sont dans le sondage, ben ça veut pas dire que je les ferai pas. Il y en a plusieurs là-dedans là, qui sont alignés, là, même l'année prochaine, tout ça. Il y a des choses là, dans l'horaire, il me reste à ajouter des petites affaires, mais il y a pas mal là, une couple de franchises là-dedans que je vais couvrir là, prochainement. Mais ça tombe bien en bout de ligne, là, faire la rétrospective là, tous les films d'Alien, ben c'est quelque chose que j'avais envie de faire là, prochainement, que ça me tentait là, de réécouter ces films-là. Ça fait une couple d'années là, que je les ai pas écoutés. Peut-être 2 ans ou quelque chose de même. Là, au 40e anniversaire, je les avais pas mal tout réécoutés avec le spécial là, qu'il avait fait là, sur Internet, tout ça. Fait que ça, je pense que c'est 8 épisodes. Je vais couvrir ça aussi là, à la fin de la rétrospective. Ça devrait faire un total de 13 épisodes. Puis ça, c'est parce que je vais inclure la série des Prédateurs au travers. Je vais faire un petit peu ce que j'ai fait là, avec les slashers Jason et Freddy. Puisqu'il y a un versus aussi au travers, ben tu sais, je me suis dit, on va s'amuser, puis on va parler là, de la série des Prédateurs au travers de ça. Ça va être bien le fun. C'est sûr que c'est une rétrospective. Il n'y a pas vraiment là, de nouveaux films encore alignés. On parle de peut-être faire un nouveau film de Prédateur. Puis en même temps aussi, on parle de peut-être avoir une série télé là, de Alien prochainement. Les droits de Alien ont été achetés, même à Prédateur, là, parce que les deux sont sous la 20th Century Fox, qui a été acheté par Disney là, il y a une couple d'années. Puis ça fait que c'est Disney qui a les droits. Puis en tout cas, on travaille sur les 2 franchises, qu'on devrait avoir quelque chose là, éventuellement là, dans les 2 franchises. Fait que on fait les films tranquillement. Là, d'après moi, c'est un projet là, qui va prendre au moins 2 ans peut-être là, avant qu'on voit où est-ce que ça va aboutir, tout ça. Fait qu'en tout cas, on verra qu'est-ce qui va se passer avec ça. Les 2 franchises vont un petit peu là, dans tous les sens de toute façon. Fait qu'en tout cas, on verra qu'est-ce que ça va donner. Moi, d'ici la fin de l'année, je m'attends pas à couvrir beaucoup dans cette rétrospective-là avec toutes les choses qui s'en viennent. Mais en tout cas, on verra. J'essaie de faire un peu une alternance avec les slashers, avec les frissons que j'ai commencé une couple de semaines, ou les screams si vous préférez. Là. Puis les DC. Fait que tu sais, c'est juste un petit peu pour varier un peu, puis tu sais, qu'on ait un petit peu de variété à chaque semaine, qu'on n'ait pas tout le temps juste du DC qui sortent ou toutes les screams d'une shot. Éventuellement, ben, c'est ça, on va revenir là, avec Jason X puis tout ça. Fait que tu sais, c'est juste un peu pour avoir de la variété là, à chaque semaine, puis que ce soit pas tout le temps là, juste des super-héros, parce qu'il y a encore 5-6 films là, de super-héros qui vont s'en venir là, prochainement, mais c'est juste pour qu'on ait de la variété. Juste avant de commencer, ben, je vais vous diriger à premiervisionnement.com pour pouvoir entendre, là, si maintenant vous êtes nouveau au podcast, ben, vous pouvez voir dans le fond tout le catalogue là, du podcast. Sur premiervisionnement.com, ben, vous allez avoir comme des franchises comme toutes les Conan, la rétrospective là, des Halloween que j'ai faite il y a 3 ans de tout ça. Lorsque le film de 2018 est sorti, ben, j'avais fait tous les 11 films de cette franchise-là. Puis aussi, ben, il y a d'autres franchises là, comme les Terminator ou les Transformers, les John Wick,
qu'éventuellement, il devrait avoir un nouveau film là, l'année prochaine, en tout cas. Ça, c'est encore un petit peu dans l'air, mais en tout cas, je pense qu'il commence à filmer bientôt. Fait que rendez-vous sur premiervisionnement.com pour filtrer un peu là, comment tous les films qui ont été faits. Parce qu'en bout de ligne, je fais des émissions de Star Trek. Il y a les James Bond que je couvre aussi. Fait que si maintenant vous prenez un feed, si maintenant vous écoutez le podcast sur Spotify ou vous avez un logiciel là, qui télécharge directement les podcasts, vous allez vous rendre compte que je sors beaucoup de podcasts dans ce temps-ci puis que ça devient un petit peu mêlant. Fait que en allant sur premiervisionnement.com, c'est beaucoup plus facile là, pour trier là, dans le fond qu'est-ce qui a été fait puis tout ça, puis vous pouvez télécharger là, les épisodes sans problème. En même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. Vous cherchez Premier Visionnement Podcast, puis vous allez tomber sur aussi la page officielle, mais en même temps, c'est ça, il y a comme un groupe privé qui est un groupe de discussion, puis là-dessus, je mets des fois des sondages. Il y a une couple de personnes qui ont posté tout ça. Continuez, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est le fun, justement. C'est un groupe juste pour qu'on s'amuse ensemble. Puis c'est ça, dans le fond, ça a abouti aussi avec le podcast d'aujourd'hui. Et puis en même temps, si vous voyez le post passer sur Facebook sur n'importe quel épisode, gênez-vous pas de liker ou de commenter là, sur chaque sur l'épisode là, qui est posté. Plus vous commentez, plus vous likez tout ça, ça donne la publicité au podcast, là, de la visibilité. Puis dans le fond, plus on est de personnes à parler du podcast, plus le podcast grandit. Puis, dans le fond, plus on s'amuse. Alors, on est en 1979, on est 2 ans après Star Wars, on a encore un peu l'effet Star Wars, on veut capitaliser sur le succès de ce film-là qui était monstre à l'époque. Puis c'est ça, fait que dans le fond, on essaie de faire un petit spin. On avait Star Trek là, qui avait fait son premier film là, dans ce temps-là. Puis on s'est dit aussi, on va essayer de faire quelque chose plus d'horreur, tout ça. On va se tourner vers un artiste H.R. Giger, que lui il avait comme fait des peintures un peu là, macabres un peu tout ça, puis ça va être pas mal la toile de fond là, pour le côté design du film. Le réalisateur Ridley Scott, qu'on va parler aujourd'hui, mais on va leur parler aussi là, beaucoup plus tard là, dans la rétrospective. Lui, il n'avait pas fait grand-chose rendu à cette étape-là de sa vie. Il avait fait genre un film là, quelques années avant. Mais en tant que tel, il était reconnu pour faire des annonces ou beaucoup là, de télé. Là. Il avait fait vraiment énormément là, beaucoup là, d'émissions de télé. Puis c'est ça, c'était genre le 5e réalisateur selon le commentaire audio du film. Que c'est ça, c'était genre le 5e réalisateur là, qui passait sur le film. C'était un film qui voulait être regardé comme un film un B-movie, là, pas un film là, de premier plan comme un Star Wars, mettons, mais en tant que tel, là, on regardait aussi l'équipe, tout ça, puis avec l'idée, on voulait quand même faire un film qui avait de l'air bien, mais en même temps, en point de vue horreur, on était un petit peu après Halloween, mais Ridley Scott avait comme regardé beaucoup de films d'horreur quand même un peu pour s'embarquer là, dans l'atmosphère puis essayer de comprendre l'univers un peu, pour mettre un peu d'horreur dans le film. Fait que, il va savoir influencer là, quand même des films comme Massacre à la tronçonneuse, tout ça. C'est sûr que c'est pas exactement ce qu'on a aujourd'hui comme film, là. Mais en bout de ligne, c'est ça qu'on était là, en 1979. On est avant l'ère des slashers là, que j'ai parlé, tout ça. On essaye là, juste de faire quelque chose. Puis en tant que tel, à mon avis, c'est un autre air aussi. Le film d'horreur, après ça, avec les Vendredis 13, il va virer comme quelque chose d'autre, carrément. Là, on avait eu l'Exorciste quelques années avant, puis on avait comme le film d'Halloween que j'ai mentionné, tout ça. On voyait ça plus comme des films que comme pour tout le monde. Je sais pas, j'essaie de bien m'exprimer là-dessus, mais c'était vu plus comme des films à aller voir quand même. C'est pas comme qu'est-ce que c'est devenu là, par la suite. Ou ce que c'est devenu plus peut-être pour adolescents et tout ça.
Là, c'était comme un autre temps, que ce qui va changer pas mal là, à partir là, des années 80. En fait, l'idée du film, dans le fond, là, cette franchise-là va devenir un petit peu comme les Rocky, mettons, où ce que, dans le fond, c'est comme un film d'horreur ou de bête ou quelque chose de même. Puis qu'il va devenir un peu un film centré sur la bête. Ça va être plus tard dans la franchise. Là, le film d'aujourd'hui va être construit un petit peu plus sur la claustrophobie, sur la peur de pouvoir rien faire, de pas pouvoir se défendre, puis juste le fait là, que d'être dans un endroit isolé, puis qu'il y a un danger. Oui, la créature est là, mais c'est pas nécessairement. C'est l'idée de fond, c'est ça qui est là. Mais, tu sais, comme je disais, mettons, en comparant avec les Rocky, où ce que le premier film n'est pas vraiment un film de boxe, puis plus tard, la franchise devient vraiment plus des films de boxe. C'est vraiment quelque chose là, qui va être transformé plus par la suite. Je dis ça quand même juste pour que, quand même, juste bien repenser. Qu'est-ce que c'est le film d'aujourd'hui n'est pas vraiment oui, c'est un film de monstre, mais c'est quelque chose là, de totalement différent de qu'est-ce qu'on peut penser de la franchise en sa globalité. Mais en même temps, ben, c'est sûr que ça va devenir comme un slasher. Quand ils pensent dans ce sens-là, ben, on va avoir juste nos 7 passagers, que eux autres, ils vont être comme éliminés un par un, dans le fond, par un tueur, dans le fond. C'est un peu peut-être là, l'élément là, qu'on peut avoir pris là, de le massacre à tronçonneuse. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Puis en même temps, ben, c'est juste pour un peu rajouter un peu là, dans le temps là, de l'ère là, de la pandémie. Là. Chose que je veux pas trop parler tout ça au podcast. Là, des fois, j'en ai parlé un petit peu avec Christophe quand on faisait là, la rétrospective là, des Godzilla, tout ça. Mais en même temps, ben, c'est des choses que je veux pas vraiment parler là, de la COVID là, dans le podcast. Là, je veux dire. Mais ça l'embarque quand même un petit peu avec comme embarquer un virus dans dans un endroit puis que le virus tue les gens, tout ça. Qu'est-ce que ça fait, la quarantaine puis tout ça? C'est comme le COVID sur 2 pattes, quelque chose de même. Là, on peut quasiment embarquer ça là, en voyant ça là, d'un point de vue là, 2021. Ça, c'est sûr que c'était pas l'idée du film, mais juste une idée. Là, on va parler des quarantaines, puis qu'est-ce que ça a pas fait. Une fois là, qu'on a laissé là, le personnage de Kane rentrer là, avec le facehugger en face, ben, il y a comme une pandémie qui était rentrée à bord du Nostromo, puis dans le fond, ça a tué tous nos personnages un par un. Quelque chose qu'on peut voir, comme dans notre temps, tout ça. Mais c'est sûr que c'était pas pour ça, là, mais je fais juste rajouter un petit peu là, l'idée le 2021 sur l'idée là, de Alien. Alors, le film ouvre dans l'espace. Dans le fond, le film va se passer quasiment tout là, dans l'espace. On va voir dans le fond le titre apparaître bien tranquillement, tout ça. Dans le fond, c'est ce que je trouve quand même qui va marcher avec tout genre la première heure du film. On va dévoiler le nom du film là, bien tranquillement. On va prendre notre temps, puis finalement, on va se rendre compte là, dans le fond que les lettres se forment, tout ça, puis finalement, ça fait le nom du film. Moi j'aime quand même le début de tout ça. C'est là qu'on va entendre comme la musique là, aussi là, de Jerry Goldsmith. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois au podcast, moi Jerry Goldsmith, même si je suis un grand fan de Star Trek, puis il a dans le fond redéfini là, pas mal la musique de Star Trek. Moi je suis jamais vraiment un gros fan là, de Jerry Goldsmith. Je veux dire, chaque fois qu'il y a une trame sonore, je sais pas. Je peux rien y enlever à lui en tant que tel. Je sais que c'est un monsieur qui était très, très talentueux, tout ça.
Mais en tant que tel, j'ai de la misère un petit peu avec ces mélodies ou en tout cas, je sais pas exactement c'est quoi. Je veux dire, j'embarque pas avec sa musique en tant que tel. La trame sonore, elle va être correcte aujourd'hui. Mais sans plus en tant que tel, j'ai pas nécessairement là, d'affinité là, avec cette trame sonore là. C'est pas quelque chose que j'ai voulu réécouter par la suite. Ce film-là, je veux dire, je le connais là, depuis là, 30 ans à peu près. Ben plus en tant que tel là, ce film-là il a été fait avant que je sois au monde, puis peut-être là, depuis que j'ai dû le voir après mon premier vendredi 13 là, quelque chose comme 5 ans. Mais avant que j'aie 10 ans, mettons, c'est sûr que j'avais vu ce film-là. J'avais vu au moins sa suite là, qu'on va parler là, au prochain podcast là, dans cette rétrospective-là. Mais la musique là, de ce film-là là, m'a jamais vraiment captivé. Puis c'est pas qu'elle fait pas sa job, elle fait très bien sa job, elle embarque dans l'atmosphère, tout ça. C'est juste que je veux dire, je suis pas fan, tout simplement. Là, j'ai pas. Des fois, là, on peut dire qu'il y a la nostalgie, des affaires de même qui aident, là, mais moi, je veux dire, je ressens absolument rien là, dans la musique d'aujourd'hui. Alors, on va nous montrer là, le vaisseau Nostromo, qu'est-ce qu'il fait dans le fond. Là, c'est un genre de remorque. Qui trimballe des minéraux. En tout cas, ils sont allés rechercher là, quelque chose là, dans une autre planète. Puis finalement, ils ramènent ça vers la Terre. Là, on nous dit tout de suite là, qu'il y a 7 passagers. Puis c'est super gros cette affaire-là, mais c'est un équipage de 7 personnes. La manière qu'on nous montre le vaisseau, ça fait très Star Wars, où on voit juste le vaisseau comme déroulé à l'écran, tout ça. C'est pareil là, comme qu'on avait commencé Star Wars. Mais on y va dans un train très lent. On veut vraiment embarquer tranquillement là, dans le film. On va nous montrer notre équipage, le Capitaine Dallas, Ripley, Parker, Brett, Ash, Kane et Lambert. On va tout dans le fond, ils sont tous couchés puis ils dorment. Ils vont tous sortir là, de leur sommeil là, cryogénisé, quelque chose de même. Puis c'est ça, dans le fond, on va voir un peu là, qui sont là, tranquillement. On voit qu'il y a quand même une genre d'harmonie entre les personnages. C'est pas l'amour fou, mais tu sais, c'est du monde là, qui sont. C'est des genres de. C'est pas des mercenaires, mais tu sais, ils font leur job. C'est pas des fonctionnaires non plus, mais tu sais, dans le fond, ils sont payés pour aller faire un job. Puis là, ils veulent revenir à la maison, puis ils ont hâte de revenir à la maison. Puis finalement, ils sont interceptés. Là, ils ont intercepté un message là, de 12, qui est en boucle à chaque 12 secondes. On avait vu ça aussi, là, que dans le fond, la réception du message, tout ça. Fait que on a le Capitaine Dallas qui va aller prendre le message, puis c'est ça, ils vont dire que dans le fond, il faut faire juste un petit détour, puis aller voir c'est quoi là, ce message-là. Regardez ça, juste ayant vu toute la franchise. C'est sûr que là je vais parler aujourd'hui sachant que j'ai tout vu la franchise, puis en même temps je vais essayer de quand même reculer puis dire qu'on voit juste le film d'aujourd'hui, mais mettons là, que juste pour essayer de regarder avec la franchise complète, est-ce que la compagnie elle savait qu'est-ce qu'elle allait trouver sur la planète en tant que telle, la manière que c'est apporté. J'essayais de comprendre d'une manière s'ils savaient tout ça. Plus tard dans la franchise, je pense qu'on va essayer là, d'un petit peu là, de faire penser que de faire à croire que la compagnie était toujours au courant là, pour les xénomorphes, tout ça. On n'amènera pas les xénomorphes aujourd'hui. Là, je pense que c'est dans la suite. Dans le deuxième film là, qu'on va commencer à appeler ça là, les xénomorphes, mais en tout cas je dis ça sur toute réserve, mais c'est ça la compagnie en tant que telle, que je pense qu'on n'a même pas nommé là, la Weyland-Yutani, je pense que c'est encore là, dans le deuxième film où est-ce qu'on va y donner un nom. Mais en tout cas, la compagnie là, dans le film, elle, je ne crois pas que dans le fond, elle veut juste savoir c'est quoi, puis mettons, ils croisent quelque chose, ils vont intercepter puis aller savoir c'est quoi. C'est sûr que ce qui est louche là-dedans, c'est que l'équipage est on peut la sacrifier là-dedans, là, on s'en fout dans le fond, on veut ramener qu'est-ce qu'ils vont trouver, tout ça. Fait que c'est ça qui est un petit peu louche là, dans l'idée, est-ce qu'ils savent c'est quoi ou ils savent pas c'est quoi.
Mais en tout cas, c'est des choses qu'on va peut-être pouvoir parler là, plus tard dans la franchise. Mais c'est ça, fait que ils ont intercepté le message. Puis ce qui est le fun, si on se remet en 1979, Sigourney Weaver, qui fait le personnage de Ripley, qu'on va suivre là, dans les 3 prochains films là, de cette franchise-là, elle était pas mal inconnue là, du public là, quand elle a filmé ce film-là. Si je me trompe pas, je pense que c'est même son premier film. Fait que, tu sais, on avait d'autres acteurs là-dedans qui avaient déjà joué dans plusieurs autres films. Quasiment tout le monde, dans le fond, avait déjà joué. Même, tu sais, j'en ai parlé quand j'ai découvert la franchise de James Bond. On avait Yaphet Kotto, que lui était le méchant Mr. Big là, dans le film là, de Vivre et laisser mourir de 1973. Puis tu sais, on avait Tom Skerritt, on avait plein de personnes là, qui avaient joué dans plusieurs films qui étaient des têtes d'affiche. Fait que tu sais, on va jouer un petit peu avec nos idées en tant que telles, qu'on se dit bon ben tu sais, ça va être un film avec Tom Skerritt, c'est lui le capitaine, tout ça, puis tu sais là, tu sais, plus tard, ben, quand il va mourir, ben, tu sais, dans le fond, ça va nous débalancer. Ça, je dis ça, tu sais, je veux juste qu'on comprenne là, quand on est dans le film, là, à l'époque, en 1979, c'est quelque chose qui est quand même, ben, tu sais, on avait déjà vu ça, là, quand on regarde, mettons, le film de Psychose, où on avait Janet Leigh qui s'est fait tuer au début. Alors, c'était pas une nouveauté, mais c'était quelque chose quand même là, qu'on pouvait peut-être là, penser quand même là, que ça allait pas être juste le personnage là, de Ripley qui allait prendre le dessus. Même là, on va même peut-être s'arranger pour que Ripley soit pas nécessairement le personnage là, qu'on va se dire est le fun. On va essayer là, de la placer quasiment contre contre les autres personnages, parce qu'en même temps elle va être très là, à la lettre, mettons, tu sais, comme quand Kane va rentrer, ben dans le fond, tu sais, lui il est attaqué, puis c'est elle qui va tenir le bout là, ben tu sais, elle veut pas laisser Kane rentrer parce qu'il est infecté. Tu sais, elle va paraître quand même là, comme pas méchante, là, mais en même temps là, trop à la lettre que en même temps, ben, ça va peut-être un petit peu plus dur à l'aimer, mais après ça, ben, on va comprendre que c'était mieux que dans le fond, elle avait raison tout le long du film. Là, fait que c'est tout vraiment une approche là, qu'on va apporter. Puis avec tous les 7 personnages, ce qui est le fun quand même, c'est que c'est ça, on voit la dynamique entre les personnages, puis la manière là, que c'est filmé puis que c'est monté, ben je trouve que la dynamique est vraiment bien présentée. On sent que ces personnages-là, ça fait longtemps qu'ils se connaissent en général. Tu sais qu'on a le personnage de Brett et de Parker, qui eux autres, ils sont toujours ensemble, puis ils sont en train de ben, dans le fond, eux autres, là, c'est comme les mécaniciens là, du vaisseau, puis je veux dire, ils sont comme toujours en train de travailler ensemble. Ça se voit là, que ça fait là, genre 10 ans là, qu'ils se connaissent, ces gars-là, là, puis peut-être même plus. Là, ils ont sorti du secondaire ensemble, quelque chose de même. Ça se sent. C'est ça que je trouve le fun. Puis même, ben, il y en a qu'on sait que ça sont pas. Ça fait peut-être moins longtemps. Tout ça. Mais c'est ça qui fait que le charme. L'écrivain du film, Dan O'Bannon, que lui, quand il a écrit les personnages, ben il a pas voulu embarquer sur les histoires des personnages. En bout de ligne, il s'est dit qu'il s'en fout, on va se concentrer plus sur faire la créature, puis de toute façon, on le verra avec les personnages, on s'assiera avec les acteurs, tout ça plus tard, parce que lui, en bout de ligne, il pensait qu'il allait réaliser le film. Il avait travaillé avec John Carpenter sur le film Dark Star. C'est lui qui l'avait écrit aussi, puis c'est qui était comme le premier film là, à John Carpenter. Peut-être un jour je vais couvrir ça. J'aimerais vraiment ça. Il faut que je vérifie. Là. Je vais probablement peut-être couvrir ça avec Christophe éventuellement. Là, pas mal tous les films là, de John Carpenter. Ou en tout cas, c'est sûr qu'en bout de ligne, au podcast, je vais tout couvrir Carpenter. Ça va-tu être avec Christophe? Je le sais pas, mais en tout cas. Film Dark Star, c'est ça, il était écrit là, par Dan O'Bannon, qui est un film dans l'espace aussi. Lui, c'est ça, il était pas mal sûr qu'il allait réaliser le film, puis avec les personnages, ben c'est ça, il s'est dit, je vais pas les écrire en bout de ligne, on va voir les acteurs, puis après ça, ben, on va regarder là, leur passé, tout ça, mais on veut pas se concentrer là-dessus, puis honnêtement, je trouve que c'est bien correct qu'est-ce qu'on a à l'écran.
On a, on a le sens un peu là, de qui c'est, puis je veux dire, c'est peu importe là, qu'il y en a un là, que, je veux dire, qui manque sa femme ou qu'il y a un enfant là, genre 6 mois avant qu'il parte ou quelque chose de même. Là, toutes les histoires qui clichés, ben, on n'embarque pas vraiment avec ça. On comprend juste que un peu le caractère, tout ça, puis c'est bien parfait. On complique pas la chose, mais on est quand même capable de comprendre très bien là, que l'environnement là, de travail qu'ils ont, tout ça, puis j'embarque à 100% là, dans toute l'ambiance qu'il y a là. Autre chose que je vais embarquer dedans, ben c'est tout le visuel. Je trouve que tout au début, oui, c'est sûr que c'est dépassé. On s'entend que si mettons on ferait un vaisseau aujourd'hui, ben il n'y aurait pas de l'air de ça tout à fait. C'est juste l'esthétique, tout ça. Ça a l'air vraiment là, d'un film qui a été fait là, dans le temps de Star Wars, puis ça paraît en tant que tel. Mais juste quand même l'esthétique puis tout le côté là, vaisseau magané, tout ça. Je trouve ça quand même le fun, tout ça. Je veux dire, j'embarque en même temps là, que c'est un vaisseau de l'époque, mais futuriste. C'est contradictoire, mais j'embarque vraiment là, dans tout le concept puis les choix artistiques là, qu'on va avoir fait. Fait que on va s'apprêter là, à atterrir là, sur la planète LV178. Puis même là, je suis même pas sûr qu'on le nomme vraiment là, dans ce film-là. C'est-tu juste dans les suites, tout ça, en tout cas. Fait que on débarque sur cette planète-là. Puis encore une fois, ben, c'est long, c'est comme si on sait pas exactement qu'est-ce qu'on va avoir. Juste en regardant le film, on y va bien tranquillement. Ça va prendre 34 minutes pour que Kane reçoive le facehugger là, en pleine face. C'est quand même 34 minutes, puis juste du développement, puis juste comme du suspense ou juste du temps, puis d'embarquer dans nos personnages, tout ça. C'est pas plus loin que l'année précédente, en 1978, où on avait eu Halloween. C'était ça que j'aime beaucoup là, du film d'Halloween. C'est tout le temps le temps là, de créer le suspense, puis la tension, puis tout ça. Puis c'est ce qu'on fait là, dans le film d'aujourd'hui. On est juste en train là, de créer l'atmosphère pour tranquillement là, se rendre à la créature. Fait que on va voir un vaisseau qui, c'est même intéressant quelque part qu'on va comprendre juste avec le visuel. Puis ça, je pense que c'est, j'ai toujours pensé ça, là, même avant d'avoir vu là, le film de Prometheus là, qui va être pas mal là, à la fin de la rétrospective. Que ça se voit visuellement que ça n'a pas rapport avec les œufs qui transportent. Il y a quelque chose qui marche pas avec. Quand on regarde la version réalisateur, il y a deux versions dans le fond là, qui est commercialisée là, du film. Donc, on a la version originale, puis on a la version en guillemets Director's Cut de 2003. C'est quand même assez étrange, pareil, parce que quand on écoute la version Director's Cut, Ridley Scott va le dire quand même que c'est dans le fond il a toujours été fier là, de la version de 79, puis dans le fond en 2003 ben, il fait juste recouper le film puis recoller des morceaux dedans, puis ça le fait que c'est pas nécessairement un Director's Cut. Le Director's Cut est pas mal la version originale, c'est juste que c'est une nouvelle version tout simplement là. C'est pas quelque chose là, qui arrive là, qui dit que ben, j'ai toujours voulu revenir en arrière. C'est juste après les années, il s'est dit ben, j'aimerais ça aller retaponner dans le film pour le fun. Faut pas oublier que Ridley Scott aussi il a fait le film de Blade Runner avec Harrison Ford. Puis ce film-là, il y a genre 5 versions. Ce film-là a été recoupé là, à l'infini. Je pense que même il y a une version qui est sortie là, il y a genre à peu près 5 ans. Là. Fait qu'en tout cas, c'est peut-être un jour je vais parler de Blade Runner, là, mais tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui aime ça, revenir à recouper ses films, tout ça, puis finalement, ben, c'est ça, il a refait. En tout cas, il y a au moins 2 versions qui sont commercialisées là, du film d'aujourd'hui. Puis c'est ça que je vais parler là, dans pas mal là, les 4 films originaux là, de la franchise. Ben, il y a au moins 2 versions là, de chaque film, en tout cas, que moi je possède là, en tant que tel. Peut-être que vous pouvez me diriger là, vers une nouvelle version s'il y a quelque chose de même. Là, il y a plus qu'une version extended ou quelque chose de même. Juste faire un commentaire là-dessus, mais
en tant que tel, moi je vais me baser là, sur pas mal là, tout le temps les deux versions que j'ai sur mes disques. Comme j'ai fait aujourd'hui, ben dans le fond, j'ai écouté les deux versions pour embarquer. Il n'y a pas vraiment de différence majeure, à part vers la fin, qu'il y a une scène là, qui est rajoutée, puis qui change pas mal toute la franchise au complet. Si, mettons, on n'aurait pas eu si, mettons, on aurait eu la Director's Cut au départ, ben ça aurait tout changé la franchise, mais en tout cas, ça, je vais en parler là, un petit peu plus tard. Fait que c'est ça. On a le vaisseau, puis on a le Space Jockey. Que lui, dans le fond, on dirait qu'il y a un genre de méga facehugger sur lui. Puis c'est ça, il est assis sur son siège. Puis tu sais, c'est comme peut-être le pilote du vaisseau. Exactement qu'est-ce que c'est, on ne sait pas exactement parce que tu sais, on réussit pas là, à explorer ça là, dans le film. On va essayer de comprendre pareil. Ben, on va comprendre là, que dans le fond, sa cargaison, c'est qu'il y a des œufs. Puis c'est quoi les œufs? Puis finalement, ben, le personnage de Kane va descendre. Puis lui, ben, il va le savoir là, d'une triste manière, dans le fond, là, que lui, il va recevoir genre d'araignée qui sort d'en face. C'est là que je parlais là, de H.R. Giger. Lui, dans le fond, le personnage, la personne de Giger, lui, comme j'ai parlé tantôt, lui, c'était un peintre, puis en tout cas, il faisait des sculptures. En tout cas, je sais pas exactement. Là, c'était juste un artiste. Lui, dans le fond, quand on regarde pas mal toutes ces choses, c'est macabre, mais il y a beaucoup de côtés là, de choses là, qui sont. Ben, tu sais, il est très pervers en bout de ligne. Ça va ressembler beaucoup à des pénis, des vagins, puis des affaires de même. Excusez le langage, mais c'est ça. Puis il va y avoir beaucoup visuellement là, des choses qui vont être très sexuelles en bout de ligne là, dans le film d'aujourd'hui. Je vais en parler là, que ça va arriver, mais juste en regardant là, la tête du xénomorphe là, on peut savoir à peu près c'est quoi qu'on pensait là, quand on a fait sa tête. C'est tout ça un peu là, dans le fond qui va faire là, que c'est tout. On passe l'idée à partir de là. Fait que c'est ça, fait qu'on a le facehugger que dans le fond il y a Kane reçoit dans la face puis on lui met quelque chose dans la gorge, comprenez ce que je veux dire. Puis c'est ça, on l'empêche de parler tout ça, fait que tu sais c'est encore une manière. On va la porter à bord, puis on va nous montrer quand même que comme j'ai parlé tantôt, Ripley, ben, elle veut pas l'embarquer à bord, puis on va comme comprendre un peu que Ash va les laisser rentrer. C'est là où des fois où on peut se dire, ben Ash a fait la bonne chose, côté humain, on se dit, ben là, on peut pas le laisser dehors, tout ça. Mais en même temps, ben, c'est sûr que comme on écoute le film, on se dit, ben, c'est sûr que aujourd'hui en 2021, tout le monde sait c'est qui les aliens. Même quelqu'un qui a pas vu la franchise va savoir que tu le laisses pas rentrer. Mais si on se remet en 79, ben, on pourrait se dire, bon, ben, juste par côté humanitaire, si ça nous arrivait pour de vrai. On trouverait ça bien plate là, que la personne est pognée là, entre les deux portes. Puis même quand le capitaine il dit ben, laisse-nous rentrer. C'est sûr que l'autre côté, je regardais ça du point de vue du capitaine Dallas. Lui qui est pogné dans le socle d'entrée. Il sait ces choses-là en tant que tel. Pourquoi est-ce qu'il force la note? Je comprends que lui il veut rentrer. Mais pourquoi que au pire il laisse pas Kane dans l'entrée puis il demande pas de rentrer de faire rentrer Ash là, dans le socle puis juste le vérifier ou quelque chose de même. Pourquoi il faut le faire rentrer en tant que tel? Mais en tout cas, c'est pourquoi que dans le fond l'infirmerie a pas quelque chose de scellé, de bien fermé, tout ça qui fait qu'on peut rentrer directement à l'infirmerie. C'est peut-être qu'il devrait avoir ça là, sur ces vaisseaux-là. Mais c'est comme dans un futur, mais pas dans un futur qu'ils ont pensé à ça. Il va y avoir une chose intéressante que Parker va dire pourquoi qu'on le congèle pas, puis dans le fond, juste continuer sur notre chemin, puis finalement, ben, on le réglera une fois sur Terre, tout ça.
Ash, dans le fond, lui, il va pas le faire. Puis je me dis pourquoi qu'il le fait pas en bout de ligne. Il n'y a pas vraiment de raison valable en tant que tel. Tu sais, il aurait pu juste le foutre là, dans juste l'endormir, puis juste le geler là. Puis après ça, ben. Une fois qu'il est réveillé sur Terre, on peut vraiment juste tout regarder ça au complet. Là, là, dans le fond, on est. C'est comme si Ash, il voulait comme tout regarder là, au complet. Que lui, il voulait faire toute l'expérience au complet. Mais dans le fond, la compagnie demande de le ramener. Ça va un peu sur peut-être les faits qu'ils savent déjà qu'est-ce que ça va donner rendu là. Mais en même temps, ben s'ils savent, ben pourquoi est-ce que Ash il fait les expérimentations rendues là? C'est sûr que peut-être lui, comme synthétique, il sait pas exactement, il a pas ça dans son programme exactement, puis lui, il est comme curieux là, dans sa nature qui a été programmée, là, mais en tout cas. Mais lui en même temps, ben c'est ça, il est là dans le fond là, pour faire la volonté là, de la compagnie. Puis, je disais tantôt qu'il avait laissé là, la créature rentrer, mais il y a au début aussi, il est implanté pour pouvoir se rassurer que tout aille du sens, puis que dans le fond, nos personnages soient tout le temps en danger, dans le fond. Il y a l'écrivain du film que lui, dans le fond, dans son idée de départ, il n'y avait pas ce personnage-là, dans le fond. Puis même, il va trouver ça stupide un peu qu'on a rajouté ce personnage-là. Parce que, dans le fond, ça fait juste, au lieu de juste se concentrer sur la créature, ben. On se concentre aussi sur un synthétique que pour lui, il n'y a pas rapport, dans le fond, qui change absolument rien. Quand on écoute le commentaire audio, je me dis, ben c'est quoi qu'il comprend pas en bout de ligne? Si, mettons, on n'avait pas ce personnage-là, ben, il n'y a personne qui aurait laissé Kane rentrer. C'est sûr qu'on aurait trouvé une manière rendu là. Il fallait avoir un film, là, je comprends. Mais ça aurait été probablement assez nono en bout de ligne. On aurait eu Ripley qui en bout de ligne aurait dit ben c'est beau, je te laisse rentrer parce que je veux. Kane, ben je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec. Tout ça, c'est des choses un peu là, qu'on a besoin de ce personnage-là pour faire que les choses que normalement on pourrait se dire. C'est pas logique, même que la créature va sortir là, de la cage thoracique là, de Kane, ben Parker va vouloir comme sauter sur la créature, puis c'est Ash qui va l'empêcher de sauter dessus. C'est tous des petits détails de même, mais ce personnage-là vraiment va s'arranger pour que la créature vraiment elle se forme au complet. Si on n'a pas ce personnage-là, ben il faut trouver toute une raison pour que la créature réussisse à se former complètement. Puis le personnage de Ash, ben, il est là tout le temps pour faciliter la tâche. Puis ça commence vraiment quand ils ont tout de suite le message de détresse. Ben, ça va être là, il va dire, ça va être le premier à dire que dans le fond c'est une clause à leur contrat, tout ça. Qu'ils n'ont pas le choix d'y aller, tout ça, sinon ils perdent tout leur salaire. Dans le fond, c'est tous des petits détails, mais quand on comprend plus tard là, que c'est un synthétique, puis que dans le fond, il est programmé pour ça, ben, ça fait tout du sens, mais. Jusqu'à là, ben, il y a des fois qu'on peut se dire, ben, il est sympathique en bout de ligne, il va plus avec son cœur que avec le livre, tout ça, qu'est-ce qu'il doit faire à la lettre, tout ça. Mais c'est ça, il y a Ripley qui va aller le voir puis va dire, ben, pourquoi tu m'as pas écouté en bout de ligne, c'était ta job, puis c'est là où même on va pouvoir comme se dire, c'est quand même bizarre en bout de ligne qu'il a pas écouté, puis c'est ça que ça vient ambigu. Est-ce qu'il devait le faire ou pas, tout ça, c'est le côté moral, tout ça, on va jouer avec ces choses-là, puis c'est ça que j'aime quand même beaucoup là, de tout ce qu'on nous présente. Fait que on va essayer là, de retirer le facehugger du visage de Kane, puis on va essayer de couper un des doigts. Puis finalement on se rend compte là, qu'il y a genre un sang acide. Puis dans le fond cet acide-là va percer le sol. Puis dans le fond il va descendre de 2 étages. Fait que on va se dire ben c'est peut-être pas une bonne idée là, d'essayer de le couper plus là, dans le fond c'est quasiment un miracle là, que Kane a pas été il a pas été atteint dans le fond.
Par contre, ben, le facehugger, finalement, ben, il va mourir tout seul. En bout de ligne, ben, il va se détacher, puis il va réussir à monter là, juste en haut de Kane, puis finalement, ben, quand Ripley va passer à côté, ben, il va comme juste perdre pied, puis finalement, elle va tomber à terre morte. Est-ce que Ash, en bout de ligne, il savait qu'il avait vu dans le fond le facehugger, puis en bout de ligne, ben, il disait comme il essayait d'envoyer Ripley à côté, puis en espérant que le facehugger allait sauter là, d'en face à Ripley. Ça, c'est une théorie que j'ai en tant que telle, parce que lui, il a l'air à vraiment demander à Ripley, le bodyguard, va pas dans le coin, viens tiens-toi plus au milieu de la salle, puis finalement, ben, ça tombe que le facehugger, il tombe dessus, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est une idée que j'ai. Puis en même temps, mais je trouve juste ça comme un peu curieux comme idée qu'ils rentrent tous sans masque, sans protection. Je comprends que Kane avait une visière, puis le facehugger a passé au travers de la visière. Puis tu sais, quand en bout de ligne, la vitre, je sais pas ce que c'est ramassé dans le fond, là, mais en tout cas, elle semble pas y avoir tombé d'en face là, une fois qu'on se réveille. Il n'y a aucun signe de vitre là, dans son visage. Mais c'est ça, tu sais, on est rendu à peu près à 1 heure du film, puis tu sais, dans le fond, c'est juste un petit peu, on monte un peu le suspense, la tension, tout ça, mais en bout de ligne, c'est ça, tu sais, le film se construit, puis il est juste en train de se construire, puis on embarque avec nos personnages, tout ça. Jusqu'à maintenant, là, je veux dire, je suis vraiment là, à 100% avec le film. Je veux dire, tout ce qu'on a construit là, jusqu'au moment, là, jusqu'au repas, tout ça, j'embarque avec. Fait que Kane, après son long sommeil, ben, il a faim, naturellement. Fait que, avant de retourner se coucher, ben. On va assister au repas, tout ça. Puis finalement, ben c'est là où la manière c'était monté qu'il se réveille, tout ça, j'aime quand même que c'est ça qu'ils voulaient faire les réalisateurs, puis c'est ça que ça ressent aussi. C'est comme, ben finalement, t'es correct, t'es encore vivant, puis t'as de l'air correct, tout ça, il n'y a pas de problème en bout de ligne. On sait pas qu'est-ce qui t'a fait, mais en bout de ligne, t'as de l'air conscient, puis t'en es pas mort, tout ça. Fait que, tu sais, ils commencent tout à s'amuser avec, tout ça. Puis, tu sais, l'harmonie, elle reprend tranquillement, tout ça. J'aime vraiment tout ça quand même, la manière que c'est monté encore une fois. Là, fait que. Mais malheureusement, ben c'est ça, c'est la fin là, du personnage de Kane où ce que finalement, ben on va comprendre c'est quoi qui s'est passé, c'est qu'il a comme mis un œuf là, dans son système, puis finalement, ben on va avoir une créature qui va sortir de la cage thoracique. Mais tu sais, c'est quand même assez spectaculaire la manière qu'on a fait ça. On a demandé aux acteurs de tous sortir de la salle, tu sais, de vraiment qui montrent pas comment ils vont avoir créé là, la créature quand elle sort. Ils vont juste pas être sur le plateau, puis après ça on va demander aux acteurs d'arriver une fois que tout est préparé. Puis, tu sais, ça va paraître là, avec le personnage de Lambert en bout de ligne, elle savait pas exactement qu'est-ce qui allait se passer, elle savait qu'elle allait avoir un petit peu de scène en face, tout ça, mais en même temps, c'est juste une prise, puis tous les personnages ou tous les acteurs, ben, tu sais, ils s'attendaient pas à ça, fait que c'est dans le fond là, probablement là, que John Hurt était en dessous là, de la table, puis en bout de ligne, ben, on avait un corps, puis finalement ben, un genre de mannequin, puis on a fait sortir là, la créature de lui là, mais c'est quand même assez bien fait là, pour l'époque, tout ça. Juste pour finir là, sur l'acteur de John Hurt, c'était pas lui qui était supposé être l'acteur qui allait faire le personnage. L'acteur original avait filmé une scène, ou en tout cas il avait filmé pour une journée, puis Ridley Scott est comme arrivé, puis il a dit ben il me semble que t'as de la repart, puis ça va dessus, tu sais. Puis finalement ben ce qui va arriver, c'est que l'acteur en question il sentait vraiment pas bien, puis finalement ben, il a découvert là, qu'il avait le diabète, tout ça, puis en tout cas finalement il était très malade, fait que on pouvait pas reporter le tournage, fait que John Hurt était dans le coin, puis on a juste envoyé le script, puis en tant que tel il avait été déjà approché là, pour le rôle, mais il pouvait pas là, dans le temps, puis finalement ben
une fois qu'on était rendu là, ben, son horaire l'avait libéré puis a été capable d'embarquer dans le tournage. C'est juste que d'un côté, ce que je trouve drôle, c'est que je trouve que John Hurt a vraiment de l'air blême dans le film juste ironiquement, puis il a l'air un petit peu plus blême que tout le monde, puis en tant que tel, ben c'est ce que l'autre acteur, dans le fond, il est parti, puis il était très blême. Je trouve juste ça un petit peu ironique. Fait que on va se mettre à rechercher la créature un peu à l'entour du vaisseau. On va avoir Parker, le personnage de Brett et Ripley qui vont se promener avec un genre de rayons là, à sonde là, dans le fond, où ils vont pouvoir trouver là, où il y a des quelque chose qui bouge tout ça, puis finalement ben, ils vont tomber sur le chat du vaisseau. Je sais pas si on l'a vu avant, mais en tout cas, c'est là où il faut s'arranger pour remarquer là, le personnage là, de Jones, qui est le chat. Là, c'est ça, ben, le chat va se sauver, puis Brett va se mettre à courir après le chat. C'est juste quand même assez drôle, quelque part, qu'on va le laisser aller. En bout de ligne, on sait pas où que la créature allait, fait que pourquoi pas aller rechercher le chat tout ensemble, rendu là. Je comprends, on est comme un peu dans un slasher rendu là où on doit avoir comme nos personnages tout seuls, puis que finalement ben, notre slasher lui il va ramasser notre personnage. Chose qui va changer un petit peu là, dans la version Director's Cut, là, la version 2003, qu'on va voir la créature suspendue, dans le fond, avec les chaînes, tout ça. Je sais pas exactement pourquoi qu'on a rajouté ça. Honnêtement, j'aime mieux la version originale où ce qu'on la voit pas, puis je trouve que c'est un petit peu nono, là, dans le fond, là, de mettre la créature carrément là, en plein écran. C'est des choses là, qui étaient mieux là, dans la version originale. C'est drôle parce que j'avais pris des notes un peu, je me disais, l'eau, elle vient de où? Tu sais, c'est pourquoi qu'il se rince la face dans l'eau. Quand on écoute le commentaire par la suite, ben, il nous explique dans le fond, ben, tu sais, c'est pas dit tout à fait, là, mais tu sais, je trouve que c'est quand même logique, et qu'à part, j'étais capable de me trouver une idée. Puis, ce qu'il va dire, c'est que c'est comme de la condensation, puis il y a peut-être un moteur qu'il a lâché, puis tout ça. En tout cas, il y a un problème à base du Nostromo, mais quelque part, c'est pas un problème urgent. Puis en même temps, ben, le vaisseau est capable de rouler sans avoir réglé ce problème-là. Puis ce que je trouve c'est logique en bout de ligne. J'avais pas vraiment besoin de cette explication-là sur le commentaire audio. Mais en même temps, ben, c'est ça, je trouve. Ça répondait juste à ma question là, que j'avais notée là, pour en écoutant le film. La créature en tant que telle, ben, j'en ai parlé tantôt en bout de ligne. Il y a un acteur, bien sûr, là-dedans, un acteur Bolaji Badeo. Lui, dans le fond, il est genre mort, là, genre même pas 10 ans plus tard après avoir filmé ce film-là. C'est vraiment triste là, en tant que tel, mais le gars, il était vraiment maigre, puis il était genre 6 pieds 10, là, fait que, tu sais, c'est pour ça un peu là, que la créature, elle n'a peut-être pas exactement là, une forme normale, ou, tu sais, ben, en tout cas, en guillemets normal, tu sais, 6 pieds 10, c'est quasiment 7 pieds, là, c'est quand même assez grand. Puis avec tout le costume en plus, tout ça, c'était quand même assez. C'est vraiment quelque chose qui pouvait paraître là, pas normal, tout ça. Il y a une forme humaine, mais en même temps, ben, on y met toutes des tiges un peu partout, tout ça. Mais c'est ça, pour l'acteur qui avait joué là-dedans. Mettons qu'il devait se reposer parce qu'il pouvait pas se reposer là, avec tout le costume au complet. Ben, on y avait créé un genre d'harnais puis tout ça, puis il était comme suspendu là, quand il voulait un peu se reposer là. Ce que je comprends en tant que tel là. Mais en tout cas, fait que le look de la créature, ben, puis sa double mâchoire, tout ça, c'est quelque chose là, qui est quand même créatif en bout de ligne. C'est pas juste un casque en bout de ligne, là, juste pour être un monstre. Qu'on avait vu, mettons, juste dans Star Wars en 77, on mettait, quand on avait des créatures, ben, on faisait juste mettre un masque sur un acteur, puis ça faisait un monstre. Là, c'est vraiment un concept très élaboré. Comme j'ai dit, ben, quand on regarde la tête, ben, c'est du H.R. Giger. On pense à quelque chose de très long, puis en tout cas, c'est ça.
Mais c'est ça, je veux dire, en regardant tout ça, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Là. Alors, dans cette scène-là, ben c'est ça, le personnage de Brett va se faire tuer ou va se faire ramasser. C'est ça exactement qu'est-ce qu'a fait la créature en bout de ligne. Je vais en revenir avec la version de 2003. Là. Dans le fond, on va savoir ce qui se passe avec le personnage de Brett. Mais c'est quand même. Là, dans la version originale, il faut comprendre qu'il l'a tué ou l'a mangé ou quelque chose de même. Là. Par la suite, c'est ça, on va comprendre là, que la créature elle se promène dans les conduits d'aération, puis on va voir le personnage de Dallas, le capitaine, qui va aller vraiment se dire je vais essayer là, d'aller l'exterminer. Fait qu'il va rentrer là, avec un lance-flamme dans les conduits d'aération. Honnêtement, je trouve qu'il aurait pu vraiment régler le problème. C'est juste que quelque part, il devient mal à l'aise. Puis s'il aurait resté sur place, il aurait pu tuer la créature. C'est ça que je me dis tout le temps, quelque part. Il fait juste bouger, mais en tant que tel, il était placé comme contre. Il n'y avait rien en arrière de lui. Fait que s'il était resté sur place, la créature serait arrivée éventuellement, puis il y aurait eu juste à flamber là. Mais c'est ça. Le côté, je me dis, en tuant la créature avec un lance-flamme, éventuellement, ça va comme percer la peau, puis en bout de ligne, ça va comme libérer, on va se ramasser avec son intérieur, puis l'acide, tout ça va sortir. C'est quelque chose qu'on a comme pas pensé à la suite de ça, à quelque part, que si c'était intelligent, dans le fond, de faire brûler la créature. Je comprends qu'à quelque part on va la brûler, mais à quelque part il y a toujours du sang qui va ressortir de la créature avant que ça soit tout brûlé totalement là. Quelque chose qu'on n'a pas pensé, mais en tout cas. Fait que la scène va pas mal terminer, puis dans le fond, le personnage de Dallas, on saura pas exactement qu'est-ce qui s'est passé avec. Alors, Ripley va prendre le contrôle, dans le fond, là, de l'équipage. C'est elle qui tombe en second après Dallas. Fait qu'elle va aller poser des questions à Mère. Dans le fond, la Mère, c'est l'ordinateur principal là, du Nostromo. Elle va demander, dans le fond, c'était quoi les directives pour l'équipage, dans le fond, pourquoi ils ont eu le message, tout ça, puis c'était quoi, dans le fond, qu'ils devaient faire. Fait que finalement, c'est ça, on va avoir le message là, que dans le fond, il devait explorer là, pour la machine, la créature, puis finalement là, ramener la créature, puis peu importe là, si mettons là, l'équipage meurt au travers, on s'en fout en bout de ligne, c'est l'important, c'est de ramener la créature. Fait que elle va comprendre assez on va comprendre assez rapide que finalement Ash il est en train là, il s'est pointé en bout de ligne, puis dans le fond il était comme en train d'approuver là, qu'est-ce que la mère elle disait, puis Ripley elle va arriver, puis dans le fond elle va juste comme la repousser, puis elle va dire c'est beau, garde je m'en vais tout expliquer là, tout à l'équipage, mais Ash dans le fond il va résister à ça, puis encore une fois, comme si maintenant on n'a pas là, assez de visuel là, sexuel là-dedans ou pervers, il va attaquer Ripley, puis dans le fond il va il en parle même là, dans le commentaire audio. En bout de ligne, c'est peut-être que les synthétiques ont un genre de besoin, quelque chose de même, mais en même temps ils sont peut-être pas équipés pour faire ces besoins là. Fait que c'est pour ça qu'en bout de ligne il va prendre un magazine, puis il va lui mettre dans la bouche là, c'est comme un peu tous des visuels là, quelque part, puis toutes des idées là, fait que c'est ça. Fait que Parker et Lambert vont arriver, puis Parker il va carrément là, se battre contre Ash, puis on va comprendre que Ash est comme très fort, tout ça, puis on va y avoir vu comme suer du lait ou quelque chose de même là. Puis c'est vraiment subtil comme affaire. Puis ce que j'aime en tant que tel, c'est que oui, le synthétique est fort, mais il est fragile. C'est pas puis je trouve ça logique à quelque part. Quand on a le Terminator, on a plusieurs autres robots là, qu'on voit là, dans d'autres franchises. À chaque fois qu'on a quelque chose là, de synthétique ou un cyborg ou n'importe quoi, ils sont tout le temps indestructibles.
Mais lui, en tant que tel, il est aussi fragile qu'un humain. Quelque part, là, tu le tires dans un mur, ben, ça se peut que le système soit un petit peu déréglé. Si tu y frappes au visage, ben, c'est possible là, que le visage, là, il lâche. C'est ça que j'aime beaucoup, le côté réel là, de cette chose-là. Quand on va questionner Ash, dans le fond, il va pas mal approuver là, qu'est-ce que. Il est comme répété quasiment là, qu'est-ce que l'ordinateur de bord avait dit. Mais tu sais, on va peut-être comprendre un peu là, que Ash a quasiment une personnalité par-dessus, que tu sais, il est pas tout à fait là, ben tu sais, il est quasiment orgueilleux en bout de ligne là. Tu sais, il va arriver puis il va dire, ben tu sais, bonne chance rendu là, mais tu sais, en les envoyant promener. J'ai écouté un livre audio, dans le fond, là, qui était une version jouée avec des acteurs là, sur Audible. C'est un livre qui est comme un peu la suite de l'histoire du Nostromo. C'est comme ça va marcher avec l'histoire, mais on va avoir une contrainte à la fin là, je fais un petit spoiler un peu sur l'histoire, que dans le fond on va retrouver Ripley dans cette histoire là, ça s'appelle Out of the Shadows en anglais, ou La sortie des profondeurs en français. Si vous avez Audible, je pense que même là, si vous êtes abonné, c'est possible de l'avoir en français puis gratuitement là. En tout cas, je vous dis ça de même, c'est quelque chose là, que je l'ai réécouté là, pour le podcast aujourd'hui, juste pour me rembarquer dedans. On a Rutger Hauer qui fait la voix de Ash, parce qu'en bout de ligne, le personnage de Ash aurait peut-être évadé, puis embarqué là, sur la navette à la fin, puis finalement après ça il réapparaît. C'est Rutger Hauer qui fait la voix là. Rutger Hauer, si ça sonne pas de cloche, ben c'est lui qui va être comme le synthétique principal là, dans Blade Runner. On a parlé aussi là, quand j'ai parlé là, de le Batman, le commencement, il fait comme un genre de caméo. C'est l'autostoppeur là, dans le film des années 80 là. Il a joué dans tellement de films là, mais tout ça pour dire que cette histoire là, ben c'est ça, on va retrouver Ripley, puis finalement ben, on va avoir un petit peu là, un mélange là, de qu'est-ce qui s'est passé là, dans le deuxième film, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer, mais en bout de ligne ben, on va faire une histoire d'alien là-dedans. Mais quelque part, ben, l'histoire va finir qu'on va devoir effacer la mémoire à Ripley. Si maintenant vous l'écoutez, ben, c'est ça. Regardez ça comme un monde alternatif là, de cet univers-là. Je trouve juste ça. Honnêtement, là, juste à la fin, il faut faire une contrainte là, qu'il faut y effacer la mémoire. C'est quelque chose que je trouve ça un petit peu stupide rendu là. On n'aurait pas dû avoir le personnage de Ripley, on aurait dû avoir une histoire totalement là, à part. Mais en tout cas, tout ça pour dire que dans un univers étendu, ben on peut continuer un peu là, à avoir le personnage de Ash. Puis, il y a une couple de mois aussi, là, j'avais écouté d'autres livres. Je vais en reparler, je vais essayer de les réécouter là, pour rembarquer un peu là, avec certains films, tout ça. Le personnage de Ash continue quand même là, dans la version là, dans les livres, tout ça. Mais c'est sûr, si maintenant vous êtes intéressé à embarquer, comme je vous dis, sur Audible en version audio, ben il y a moyen là, d'accéder là, à ces histoires-là. Puis même en français, si maintenant vous avez le forfait là, mensuel, ben c'est offert gratuitement. Alors là, on va sauter comme au plan là, de qu'est-ce que Lambert a dit un peu plus tôt. Au début, elle avait l'air peut-être un petit peu folle, quelque part, à dire ben, on va laisser le vaisseau tout de suite, puis le faisons sauter, puis foutons le camp. Mais finalement, ben, c'est le plan qu'on va faire en bout de ligne. Dans le fond, on avait Dallas à l'époque, puis lui dit ben là, regarde, on va essayer de le tuer. Là, c'est pas juste parce que il y a moyen d'en arriver à bout. Fait qu'on va préparer la destruction là, du vaisseau. On va se séparer en deux équipes. Dans le fond, qu'est-ce qu'on ne fait pas là, dans un film d'horreur, c'est se séparer là, un à un. Mais comme j'ai dit, on est dans un slasher, fait que
on se sépare puis on essaie d'avoir nos personnages tout seul. Mais en tant que tel, ben c'est ça. Le personnage qui est tout seul, c'est lui qui va être en sécurité. On va avoir Lambert qui va faire comme trop de bruit, dans le fond, en trimballant du stock. T'sais, on dirait qu'elle fait quasiment par exprès pour faire le plus de bruit possible. Puis attirer là, la créature. Ce qui est dommage en tant que tel, c'est qu'en bout de ligne, on verra pas exactement qu'est-ce qui va se passer. On va voir quelques plans de la créature, mais c'est quand même qu'est-ce qui se passe avec eux autres. Ça reste dans notre tête. C'est pas une mauvaise chose en tant que telle. C'est toujours un petit peu plus effroyable qu'est-ce qu'on a là, dans notre tête, là, qu'est-ce qu'on voit visuellement. Le personnage de Lambert, normalement, aurait dû mourir de peur. Elle est toujours, depuis le début, est toujours en train là, de virer en panique, là, puis elle vire de plus en plus en panique. Puis en bout de ligne, ben, dans le script, elle était supposée là, de juste s'enfermer là, dans un cubicule, puis finalement, ben, elle devait mourir là, vraiment là, de peur. Est-ce que ça aurait été un petit peu exagéré en bout de ligne? Là, elle serait juste restée là, puis elle aurait, comme, je sais pas, aurait été figée là, puis dans le fond, elle serait morte avec le vaisseau ou pas. Peut-être qu'on s'est dit justement, est-ce que Ripley l'aurait laissé là si, mettons, elle serait juste enfermée là? Elle l'aurait sûrement pas laissé là parce que en même temps, elle est en train de courir après le chat, Jones, quelque part. Fait que, si elle court après le chat, ben probablement aussi qu'elle aurait pas laissé Lambert mourir tout seul. Fait que on a Ripley que c'est ça, elle est partie le compte à rebours, mais là, une fois qu'elle retourne à la navette puis qu'elle a trouvé Jones, ben elle se rend compte que la créature elle s'est plantée entre elle et la navette. Fait que elle se dit bon ben si maintenant je vais avoir une chance, je vais essayer là, d'arrêter le compte à rebours. Tu sais, dans le fond, le compte à rebours c'est genre 10 minutes pour détruire toute cette toute la base ou le vaisseau, tout ça. Tu sais, c'est 10 minutes. On s'entend-tu que si maintenant il y a un pépin, tu t'enferges n'importe quoi, tu sais, t'as 10 minutes pour sortir de cette grosse affaire-là immense. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, tu dois mettre 1 heure ou quelque chose de même. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Je comprends que tu ne pars pas un compte à rebours quand tu as tout l'équipage à bord. Normalement, si tu veux le détruire, je sais pas si ça se fait en tant que tel là, pour une navette ou quelque chose de même. Là. Je veux dire, ça sert absolument à rien. Là. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un film. Puis, je veux dire, il faudrait peut-être avoir des explosions ou en tout cas des idées. Peut-être aussi c'est pour des pirates ou n'importe quoi. Le choix c'est tu fais détruire, tu détruis le vaisseau ou tu le laisses se faire attraper là, par des pirates, quelque chose de même. Fait que c'est peut-être un mécanisme qu'il y a sur le vaisseau. Mais c'est ça, tu sais, je trouve juste que le compte à rebours il est quand même court. Là. Fait que elle essaie d'arrêter le compte à rebours, mais finalement, là, par quelques secondes, elle est pas capable. Tu sais, dans le fond, le compte à rebours est de 5 minutes. Tu as 5 minutes pour arrêter le compte à rebours, mais dans le fond, tu as à peu près 3 minutes, là, parce que tu sais, le temps de rentrer tout au complet, là, tu as tous les tubes qui sortent, tout ça, qui rentrent, tout ça. Ça marche pas. Il devrait juste avoir un piton qui fait compte à rebours arrêté là. Tu sais, c'est juste un genre de bouton d'urgence là, pour arrêter ça. S'arrêter juste comme un peu la logique des choses. Puis même, c'est ça, tu sais, à 5 minutes, pourquoi je dis, tu sais, il y a 10 minutes, mais genre à 5 minutes, quand, du compte à rebours, ben, tu sais, commence à avoir des explosions, tout ça, tu sais. Même essayer de faire ça. D'un côté sécuritaire, c'est à peu près impossible. Il faut vraiment qu'à 5 minutes tu sois sorti du vaisseau parce qu'il commence à avoir des explosions. C'est ça qui est un petit peu illogique. Là. Mais on est dans un film. Mais ce que je trouve drôle quand même, c'est que quand on regarde très attentivement sur où ce que on enclenche le détonateur, c'est écrit en français. Toutes les instructions sont écrites en français. En gros, c'est écrit en anglais, mais en gros, on voit même pas les directives quoi faire. C'est tout en petit, on voit les instructions, peser sur tel bouton pour pouvoir activer, puis tout ça. C'est tout en français, les instructions. C'est vraiment drôle, là, quelque part. Je sais pas exactement là, de pourquoi c'est en français. Là, mais en tout cas, je trouvais juste ça comme une petite touche comme universelle qui est quand même assez bien. Là. Fait que Ripley, elle va se ramasser sur la navette, puis finalement, ben, le Nostromo va exploser, puis finalement, ben, on pense qu'elle est, qu'elle est saine et sauve.
Ridley Scott il va arriver puis il dit que dans le fond là, dans le script là, c'est dans le fond le film terminait là, puis il a dû comme se battre un peu pour avoir la suite, dans le fond qu'est-ce qui se passe par la suite. Je comprends pas exactement pourquoi c'était pas déjà là, mais tu sais en tant que tel le script original arrivait à ça, que ça terminait là puis le film était fini. Mais en tant que tel, on s'entend, on écoute le film, puis ça peut pas être fini là. On n'a même pas eu de combat final, dans le fond. C'est ça qui s'est passé en bout de ligne. Il n'y a rien du tout. Fait que, bien sûr, la créature est toujours à bord. Mais c'est ça que je trouve. Est-ce que la créature est en train de mourir? Dans le fond, elle était tout petite, elle avait genre 6 pouces quand on l'a vu là, sortir là, de Kane. Puis là, ben, elle est rendue à 7 pieds, 8 pieds de haut. Est-ce qu'elle est en train de mourir? Est-ce que son cycle de vie est de 24 heures? Elle n'a pas l'air d'être très en forme. Là. Dans le fond, elle s'est comme foutu là, entre comme un genre de siège, quelque chose de même. Mais en même temps, je me dis, Ripley, pourquoi qu'elle l'a pas vu déjà à bord? Là, on va dire, ben, elle avait, elle l'a pas remarqué, nous autres, on l'a pas remarqué. Je comprends, mais elle est toujours en train là, de naviguer le vaisseau, tout ça. Puis même là, elle est rentrée où la créature? Je veux dire, c'était quoi qui était là? Il y avait absolument rien. C'était un étagère, quelque chose de même. Puis là, ben, la créature, elle s'est trouvé une place pour rentrer là, dans le mur, tout ça, s'incruster. Mais en tant que telle, elle est souvent là à cet endroit-là. Fait qu'elle aurait dû s'en rendre compte. Je veux dire que elle peut se rendre compte que ça aurait dû être ça à quelque part, dire voyons, c'est curieux, ça, normalement. Il n'y a pas de tuyau là, puis finalement, ben, la créature, elle sort. Ça fait quand même sauter à chaque fois, je pense. On s'attend pas. C'est pas. Je trouve que c'est bien fait, puis c'est comme réaliste d'un côté. Toute cette scène-là, avec la créature qui essaie de sortir du trou, puis Ripley, elle essaie pas d'être surhumaine, elle est juste morte de peur, carrément. Elle est en train de chanter sur dans sa soupe, tout ça, puis elle est juste en train là, de juste essayer de survivre, puis d'attirer la créature, mais essayer de juste garder son calme, elle se concentre sur à chanter une chanson, puis tout ça, là, je suis capable là, de sympathiser avec le personnage, parce qu'en même temps, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, tu sais que tu vas mourir, là. Fait que juste le fait qu'elle essaie de trouver quelque chose pour comme se focusser puis juste qu'elle survive ça, je trouve ça là, tout comment c'est fait là, c'est tous des choix qui c'est pas grandiose, mais en réalité c'est quelque chose de même qui se passerait. C'est ça qui est le fun de toute cette mise en scène là. Fait que Ripley elle va comme tourner le dos à la créature, puis elle sait que d'un côté elle arrive, puis dans le fond c'est ça, elle veut l'attirer, mais en même temps la créature aurait pu l'attaquer de dos là, mais en tout cas c'est ou peut-être qu'elle espère qu'elle l'a pas vu là, embarquer dans la combinaison, je sais pas exactement. Mais c'est assez simpliste en bout de ligne. Elle va ouvrir la porte extérieure, puis finalement ça va aspirer là, la créature dans l'espace. Elle va la rejoindre Hugo Drax de James Bond, dans le fond. Pas rapport. Il fallait que je le dise. Mais c'est ça, fait que la créature va essayer de rentrer là, par comme le propulseur, puis finalement, ben Ripley va allumer la navette, puis finalement, ben, le propulseur, ben va tuer la créature. Dans le fond, elle va juste l'expulser carrément, puis elle va se ramasser là, dans l'espace. Comme je dis, le cycle de vie de la créature, est-ce qu'elle meurt là? Est-ce que parce que dans le fond elle était capable là, de survivre là, dans l'espace, est-ce qu'il pourrait avoir une suite à quelque part que la créature originale revienne? Je vais dire en quelque part c'est probablement le cycle de la créature qui est probablement quelque chose comme 24 heures, quelque chose de même. D'après moi la créature était mourante parce que dans le fond elle est pas elle bouge pas bien, mais ça c'est peut-être aussi en pensant en ayant vu les suites, parce que les créatures sont quand même plus rapides là, dans les suites. On n'a pas vu la créature courir là, dans ce film-là. C'est une créature qui est quand même assez lente, à part là, la version miniature, qu'elle est partie en courant là, une fois qu'elle est sortie là, du corps de Kane. On l'a pas vu courir, elle est pas très rapide là, pour qu'est-ce qu'on a à voir.
Fait qu'en tout cas, ça peut être n'importe quoi, mais tu sais, je vais juste ouvrir la porte à quelque part, surtout avec les films d'aujourd'hui. Des fois qu'on veut revenir avec l'original, tu sais, comme on a fait Halloween 2018, on veut être sûr d'aller chercher comme le masque original pour dire qu'on a ramené le Michael Myers original au complet, là, pas avec un nouveau masque, c'est vraiment avec le masque original là, de 78, tu sais. Puis là, ben, je verrais que si, mettons, on ferait comme une suite directe, ben, on ramènerait la créature qui était là dans le premier film. C'est tiré par les cheveux, qu'est-ce que je dis, mais je suis juste en train de regarder là, des options. Fait que. Ripley, ben c'est ça, une fois qu'elle a réussi là, à tuer là, la créature, ben elle va faire un journal de bord, puis le film va pas mal terminer là-dessus. Plutôt on avait vu quand même le chat Jones, que la créature l'avait vu, puis dans le fond ça avait resté là. Elle n'a pas essayé là, d'aller attraper Jones, puis de faire quelque chose avec. Chose aussi que j'ai pas parlé un peu plus tôt, quand Ripley était en train de se promener là, sur le vaisseau. Ben, il y a une scène supprimée dans le fond là, qui fait partie là, de la version 2003. On va revoir le personnage là, de Brett et de Dallas. Dans le fond, il y a comme un cycle de vie en bout de ligne qui aurait du sens en bout de ligne, mais que dans le fond, qu'est-ce qui fait que ça l'expliquerait dans le fond comment on fait les œufs. C'est comme aussitôt que eux autres ils attrapent quelqu'un, ils le mangent pas, ils le tuent pas en bout de ligne, mais ils font comme faire quelque chose. Peut-être que c'est la double mâchoire, ben elle implante quelque chose, puis en bout de ligne, ben elle crache dessus, quelque chose de même. Ça va faire qu'ils vont se transformer en œuf, puis dans le fond c'est une roue en bout de ligne qui est là avant, c'est-tu l'œuf ou le xénomorphe, puis c'est ça dans le fond que ça l'explique, sauf qu'en même temps ben ça va à l'encontre de qu'est-ce qu'on a là, dans le deuxième film. Mais moi, en tout cas, juste dans ma perspective, je trouve que c'est quand même quelque chose là, d'intéressant. Puis c'est sûr que ça marche pas avec le deuxième film ou tous les films suivants. Mais c'est, à choisir entre les deux, ben, je préfère peut-être pas avoir cette scène-là à cause des suites. Alors, en conclusion, ben, c'est un film que je trouve pas grand-chose de négatif à dire. Si je dois dire quelque chose de négatif, je dois dire que Lambert, elle me tombe ses nerfs. Mais c'est pas mal son personnage, c'est ça qu'il faut. C'est ça qui rajoute un peu le côté trois-dimensionnel du film. C'est qu'il y a un personnage qui est juste en panique. Puis, je dis, on serait là, on ferait pareil. Fait que en bout de ligne, le visuel, tout le côté artistique là, par H.R. Giger, tout ça, je veux dire, j'embarque là, dans cet univers-là. C'est un film que je voulais peut-être l'écouter avec mon garçon, mais je sais que lui il aimerait pas ça en tant que tel, compte tenu que des sensibilités d'aujourd'hui. Ben c'est un film qui serait trop lent, pas que je dis c'était peurant. Pour les films d'aujourd'hui, je pense qu'il serait capable là, de ses 11 ans, il serait correct avec le film, ça il y aurait pas de problème là-dessus. C'est juste que le film est trop lent, puis c'est un film qui est des 70 ou les fins 70, puis c'est un peu la manière là, de faire les films. Mais en tant que tel, c'est un film qui est très fort, c'est un verre solide. Tout ce qu'il y a alentour, toutes les mises en scène, tous les personnages, le visuel, tout cet univers-là que Ridley Scott a apporté à l'écran. Tout marche bien. C'est vraiment un film solide. Le côté, même la trame sonore que je parlais contre Jerry Goldsmith, que je tripais pas bien, elle va bien avec le film. J'en parle pas en tant que tel en mal. C'est juste que je l'aime pas. J'écoute beaucoup de trames sonores quand j'écoute la musique, mais c'est pas une trame sonore qui va m'attirer en tant que tel. C'est pas quelque chose qui m'attire, cette trame sonore-là spécifiquement. Mais avec le film, elle va bien, elle fait qu'est-ce qu'elle a à faire. Alors, c'est pas mal tout pour le film d'aujourd'hui.
Le prochain épisode là, dans cette rétrospective-là, ben, on va continuer dans l'univers là, de Alien, où on va avoir Monsieur Terminator lui-même qui va prendre les rênes à la suite de Ridley Scott. On va avoir James Cameron qui va réaliser son Aliens, que au lieu de mettre un 2, ben, on a mis un S. Ça sera pas là, la semaine prochaine. C'est comme j'ai dit au début du podcast, ben je vais essayer là, de juste mélanger un peu puis qu'on ait un peu de variété chaque semaine. Ça veut pas dire que je ferai pas 2 semaines de super-héros parce qu'en même temps, j'aimerais ça là, qu'on arrive à bout. Éventuellement, ben il y a beaucoup de films là, dans les prochaines fois là, dans le fond là, que j'ai pas vu les films. Fait que j'ai hâte d'embarquer là-dedans. La semaine prochaine, je sais pas exactement qu'est-ce qui va sortir, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça ne sera pas Aliens. Alors, comme j'ai dit aussi au début du podcast, n'hésitez pas à donner vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un film qui est aussi solide que je le dis, ou c'est un film que dans le fond qu'il a mal vieilli et que il est dans le fond qui est pas écoutable puisque il est trop lent. Ça prend quand même 1 heure avant de voir là, le fameux Alien ou le Xenomorph. C'est quand même assez long, mais en tout cas, juste par la suite, qu'est-ce que ça l'apporte. C'est phénoménal, tant qu'à moi. Toute l'atmosphère. Mais c'est ça, n'hésitez pas à commenter, puis comme j'ai dit, ben n'hésitez pas à liker. Puis si mettons, ben vous avez ramassé le podcast là, quelque part, puis vous n'êtes pas sur la page Facebook du podcast, ben n'hésitez pas là, à suivre le podcast là, sur Facebook ou sur Twitter. Alors d'ici le prochain épisode, Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. Maybe you haven't been keeping up on current events, but we just got our asses kicked, pal. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. It's a robot. Man, she's a goddamn robot. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. This stuff will make you a goddamn sexual tyrannosaurus. Just like me. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, dont Spotify, Podbean et Google Podcast. Okay. Who's next? En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. That's it, man. Game over, man. Game over.